Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tout le monde se pose la question de la censure. Sera-t-elle votée oui ou non par Marine Le Pen? Elle a commencé par dire que oui, et puis quand on lui a demandé de confirmer plusieurs jours plus tard, elle a dit que oui. Donc, Voilà. voilà, tout semble dire qu'éventuellement Prochain peut-être. sujet. Il y a une petite spécificité quand même dans ces histoires de calendrier budgétaire, Emilio, c'est que la semaine prochaine, ce sera peut-être pas sur le PLF que le gouvernement Barnier va tomber. Non, alors le PLF, c'est le plan de financement, c'est le budget en gros, Projet c'est de le loi de budget de finances. l'État et le gouvernement Barnier risque de tomber sur le PLFSS, c'est le budget de la sécurité sociale, qui sera présenté donc lundi et comment il s'appelle Michel Barnier. Et il a donné une interview au Figaro tout à l'heure où il a dit qu'il utiliserait probablement l'article 49.3 lundi, et donc c'est ça qui pourrait déclencher le dépôt d'une motion de censure qui serait déposée par la gauche, que le Rassemblement national pourrait voter. Sauf que patatras, dans le même entretien au Figaro, et ben en fait, tout ce que tu nous as dit, Jean, moi je me dis que en fait, ça peut encore bouger parce que Marine Le Pen et le RN, depuis le milieu de l'après-midi, ils réclament plein de trucs et puis surtout ils obtiennent parce que dans cet entretien Ah ouais. au Figaro, Barnier, il file plein de trucs au RN, une réforme de l'aide médicale d'État, une suppression des taxes sur l'électricité qui coûte 3 milliards d'euros. Il promet la proportionnelle au printemps. Il promet un débat sur la proportionnelle. Il y a un projet de loi, ouais. Ouais. Un projet de loi sur la proportionnelle et une baisse des cotisations patronales. Et Marine Le Pen, juste avant qu'on commence l'émission, elle a dit il a jusqu'à lundi. Pour l'instant, il n'a pas lâché assez parce qu'elle continue à faire monter les enchères. Mais en gros, Barnier, il est sous le chantage et sous le contrôle de l'extrême droite qui visiblement n'a pas envie de le lâcher puisque comme lui, il lâche du lest, et ben, il continue de réclamer. On l'avait dit ici, hein. Vous vous souvenez, on avait dit ce soutien passif, cette non-censure va avoir un prix, va avoir un coût. À un moment, ils vont demander un truc. Et pour l'instant, ils étaient frustrés parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas assez consultés par Barnier et ses copains. Et bah là, du coup, ils ont réclamé beaucoup. Et ce que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'ils ont obtenu aussi moins de remboursement pour l'aide médicale d'État. Ils ont Ouais, obtenu des c'est petits vrai. trucs à gauche, à droite. Et Marine Le Pen continue à dire qu'elle n'est pas Plus à satisfaite. droite quand même. Hein. C'est pour ça que moi, c'est ce que j'explique au chat depuis une semaine, c'est que la possibilité que le RN vote la censure existe, mais qu'on est surtout en phase de négo. Et qu'en phase de négo, on fait toujours monter les enchères. On fait toujours croire que ça va casser, qu'on n'est pas satisfait, etc. C'est normal en politique, quelque part, d'être dans des moments comme ça où, jusqu'au bout, on menace de ne pas voter, voire de censurer, etc. Est-ce que pour autant, Léa, tu penses qu'il est possible que le RN décide de mettre fin au gouvernement Barnier? Alors, je ne suis pas complotiste, mais j'adore cette phrase. Non, moi je me demande dans quelle mesure, à quel point en fait on se fout de notre gueule ou pas. Qui se fout de la gueule de qui? Et à ton avis? C'est resté en mode bistrot, en fait. Oui. Ouais. Non, mais je vois tous ces un pas en avant, un pas en arrière. Je vais négocier, je vais pas négocier. Oui, ok, Barnier. Puis après, non, bah non. Finalement, on va peut-être voter la motion, on va pas la voter. Enfin bon, ouais, bref. Je me demande s'il n'y a pas finalement derrière tout ça une espèce de deal qui a déjà été plus ou moins acté entre Barnier, enfin le gouvernement, le RN, qui sont juste en train de jouer et de se foutre un peu de notre gueule, en train de menacer constamment avec cette motion de censure, etc. Et que finalement, toutes ces mesures qui sont en train d'être dealées sont finalement des choses que le gouvernement est d'accord pour faire passer. Parce que je veux dire, idéologiquement, quand on Non, regarde parce que ça papier, commence à poser problème. Ça râle du côté de Ensemble, enfin Renaissance. oui, Renaissance. ça divise davantage, Ça c'est râle sûr. dans le bloc Ça présidentiel. divise J'ai pas davantage, mais perçu. au point où le bloc qui râle de Renaissance vote une motion de censure, ça n'arrivera pas. Ah non, Mais Tu oui. vois, voilà. Je pense Donc, Barnier s'était mis les trucs sous le coude. Il a dit je sais qu'ils vont me réclamer les trucs à la fin pour pas me censurer. Il a gardé je- la ME, etc. pour pouvoir le dégainer au bon moment et Je essayer pense que d'éviter la c'est censure. c'est pas impossible. En tout cas, je pense que la configuration, à savoir NFP qui dépose une motion de censure et RN qui la vote, est la configuration, disons, la plus confortable pour le RN dans une certaine mesure, puisqu'ils ne veulent Non. pas passer pour ceux qui bordélisent, qui foutent le bordel et qui vont vraiment encore créer de l'instabilité. Puisque c'est un peu ce qui ressort d'ailleurs, a priori, des études d'opinion auprès de leur électorat. Ils veulent pas affoler en disant, bon bah voilà, ils veulent montrer qu'ils sont capables de gouverner, alors que beaucoup ont un peu un doute sur la capacité justement à gouverner et sur la stabilité notamment des institutions. Donc c'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, mais c'est très difficile. Voilà, là on est en train d'en discuter entre nous, mais en fait on est juste en train de faire des paris.
Oui, bien sûr, Très absolument. Oui, concrètement, bien Là, on fait des analyses. sûr. Oui, mais justement, c'est pour ça que moi, c'était une analyse. Non, pense mais je qu'il y la a une donnée comprends. à prendre Moi, je en me compte. pose la question à haute voix, quel est l'intérêt du Rassemblement national? Est-ce que le Rassemblement national a un intérêt à la censure de Michel Barnier en Vraie décembre? question. Moi, j'ai une analyse là-dessus. Ouais, j'en ai une Mais aussi. moi aussi, Si en Michel fait. Barnier... Moi, monsieur. Si je peux en placer une, s'il vous plaît. C'est qui Chacun analyse, chacun son tour. Chacun analyse, chacun son Attention, tour. Genre, vas-y. Si Michel, merci Léa. Si Michel Barnier est censuré au mois de décembre, il ne peut pas y avoir de dissolution, donc d'élections législatives anticipées. Mm. Avant juin prochain, ça on le sait déjà. Si Michel Barnier est censuré, qu'est-ce qui risque d'arriver? Un gouvernement technique que tout le monde accepte de ne pas supporter, mais de laisser reconduire quelques dépenses pour continuer à gérer bon an mal an jusqu'en juin prochain. Ou un gouvernement dirigé par la gauche, on en parlera. Dans les deux cas, Mais moi, il y a une partie de moi qui me dit qu'en fait, dans les deux cas, Marine Le Pen, elle est un peu gagnante. Parce qu'elle se dit que dans un premier cas, c'est un gouvernement technique qui ne satisfait personne, c'est le bordel à l'Assemblée, c'est un bordel politique, c'est une crise de régime, etc. Et elle apparaît en juin prochain comme l'alternative et la solution. Mm. Et dans le cas où c'est la gauche au pouvoir, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour elle. C'est super, la gauche au pouvoir. Ils augmentent les impôts, ils sont pour l'immigration, regardez, oulala, blablabla. Ils sont censurés tout de suite, surtout. Alors, sauf s'il y a un deal avec Renaissance. On va en parler. Il y a une autre. Voilà mon analyse. Je pense peux qu'il y a analyser une moi aussi? troisième voie. Il y a une troisième voie. Ok. T'as déjà analysé Qui est- avant, toi? Après, il y a eu Ah Gilles non, qui non, doit non, analyser. je fais et très moi vite, je fais d'analyser, très vite, voilà. Je fais très vite. Il y a une troisième voie qui est le gouvernement Barnier tombe. Le RN qui prétend faire la pluie et le beau temps dit que c'est grâce à eux que leur gouvernement a été renversé. Et derrière, on se retrouve avec un gouvernement qui est finalement encore plus RN compatible. Alors, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Emilio. Il paraît Bon, j'ai que- fini pour oui. ce soir. Il y a deux trucs. Il paraît que Macron, il est déjà prêt à ce que Barnier tombe et à proposer un Premier ministre dans la foulée. Pour pas Immédiatement, ouais. affoler les marchés. Parce que c'est vrai, c'est pas la démocratie qui décide, chez nous, c'est les marchés. Mm. Ouais. Et puis c'est pas comme si Macron les avait pas affolés. Et le truc, je pense qu'on oublie, c'est qu'on fait comme si c'était qu'un jeu d'appareil. Et en fait, il y a des électeurs en fait, qui votent. Et je pense que les électeurs du RN ils ne comprennent pas pourquoi le RN est la béquille d'un parti, enfin d'un gouvernement qui fait une politique aussi austéritaire. Donc moi, je pense qu'ils sont coincés entre leur volonté d'apparaître effectivement comme les non-bordélisateurs, des gens sérieux, etc., et leur électorat qui en circo, parce qu'il y a eu des remontées, hein, il y a eu des papiers du Monde, etc., où les électeurs leur disent mais censurez ce gouvernement. Et il suffit d'aller sur les tweets des quelques députés, des nombreux députés qui se sont félicités des lâchers de Michel Barnier cet après-midi, et leur électorat, ils mettent censurer, 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 parce qu'ils n'en peuvent Il y a une plus. pression, ouais. Voilà. Usul. Et ben moi, ça faisait partie de mon analyse, ça. Et donc, Ah, Non, vas-y, c'est un peu vas-y. mon- Tu peux amender, c'est pas tu grave. peux amender. Mais je vais continuer parce que allons au bout de cette logique. En effet, le RN, si depuis quelques jours nous fait le attention, je vais censurer, attention, je vais censurer sans censurer, et même depuis en fait quelques semaines maintenant, c'est en effet parce qu'il est coincé entre sa base qui voudrait bien et on parlait de ne pas affoler les marchés. Eh ben, ils sont en train de, dans leur phase de notabilisation, dans leur espèce de mue vers on va devenir un parti de gouvernement, un parti respectable. Ils ont aussi noué des liens avec un peu le monde des affaires. On parlait de Sterrin Bah tout oui. à l'heure. Ça fait partie des fortunes qui soutiennent le RN, mais il faudrait pas que ce soit un RN déconnant qui provoque de l'instabilité pour de l'instabilité. Donc c'est pas seulement qu'ils ont la trouille, ils ont la trouille pour des raisons très concrètes. C'est pas seulement une image de sérieux qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils veulent aussi sceller cette alliance qu'ils ont commencé à faire et qui est leur espoir de victoire avec les forces capitalistes de ce pays qui seraient prêtes à accepter ce passage. Et donc c'est en effet contradictoire avec, de la même manière que sont contradictoires toutes leurs propositions économiques, dès lors que certaines en fait vont favoriser les héritiers, les plus riches, et que d'autres, soi-disant, seraient pour les prolos. Non, c'est l'un ou l'autre au bout d'un moment, une politique économique. Pendant longtemps, ils ont tranché, ils ont été dans le flou. À un moment, ils vont devoir. Enfin, ils n'ont pas tranché, justement, ils ont maintenu le flou, parce qu'ils n'ont jamais vraiment été au pouvoir, donc on peut dire un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, c'était exemplaire dans la campagne de Bardella pendant les législatives. Hein. En économie, il disait une chose et son contraire, et plus la campagne avançait, plus il cédait de terrain au patronat, plus il cédait de terrain au discours économique néolibéral de droite de la bourgeoisie française. Ce qui rassure la bourgeoisie française, certes, mais ce qui va commencer à inquiéter son électorat. Et on est au pile à ce moment-là de contradiction là pour eux. Donc ils sont un peu dans la merde. Il n'y a pas de plan là. Même je pense que eux,
Quand bien même ça aboutirait et que, alors leur plan serait plutôt une destitution de Macron, enfin pas une destitution, mais une démission de Macron. Ils voudraient Macron démission, comme ça on fait l'élection avant qu'il y ait eu les résultats du procès de Madame Le Pen. Mais bon, voilà pour l'analyse. Pour le coup, ça reste très spéculatif la démission de Macron, on verra, mais vraiment on peut être surpris. Ça arrangerait pas Bardella qui est certainement en train de préparer un petit putsch en interne. Ouais. Alors je vais poser la question qui fâche. La gauche est-elle prête à une censure de Barnier? La gauche, elle est prête, c'est pas la question, c'est de savoir qui Macron va bien vouloir nommer, parce qu'en fait, finalement, on voit bien, il fait ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans un environnement de contrainte. Ouais, enfin bon. Non, mais justement. Dans un environnement de contrainte, je continue à penser. Il nous a balancé le gouvernement Barnier en nous disant c'est pour la stabilité, c'est pour pas qu'il y ait de motion de censure, machin. Ouais, attends, désolé, mais. Il est dans un environnement de contrainte. Oui, non, mais c'est là la preuve, c'est le RN qui va décider si vous voulez Barnier continue. Il a choisi ses contraintes. Il a écarté Lucie Castet justement en disant que ça allait pas tenir. Parce qu'il avait décidé de la censurer. Ça tient pas mieux Barnier, tu vois. Justement, non, mais d'où ma question, c'est-à-dire que moi je pense que l'hypothèse Castet revient plus forte maintenant que ce qu'elle était l'été dernier. Oui, parce que l'hypothèse Barnier s'est cassé la gueule, on l'a vu, c'est bon, ça marche pas, ok. On se retourne de l'autre côté de l'hémicycle. Je pense qu'il est possible que Lucie Castet devienne première ministre avec un deal horrible pour elle, qui va consister à devoir gérer entre l'absence de censure de la France insoumise et l'absence de censure des macronistes. Elle va avoir 2 appels manqués tous les jours. Ce sera Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal, qui vont tous les deux hurler pour des raisons différentes, en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ces arbitrages. Donc voilà, c'est-à-dire que, moi, ce que je pense, c'est que Gabriel Attal, il va mettre ses conditions. Il va dire, Madame Castet, vous voulez être Première ministre? Très bien, on peut ne pas vous censurer. Oui, c'est possible, à condition que vous n'augmentiez pas les impôts, vous ne cassez pas notre bilan de ce qu'on a fait pendant 7 ans, vous nous respectez, vous machin. Enfin, il va faire ce que fait Marine Le Pen avec Michel Barnier. C'est-à-dire qu'il va jouer le jeu parlementaire en disant, voici mes lignes rouges. Madame Castet, bon courage. C'est pas compliqué, il y a 3 blocs, donc c'est une structure instable. Donc un bloc ne peut gouverner que s'il est au moins soutenu tacitement par un des 2 autres. Donc si c'est la gauche, en effet, ça suppose, comme certains socialistes en rêveraient, qui est donc l'aile droite des socialistes, qui est une alliance quand même un peu avec les macronistes. Mais c'est au prix d'une politique économique qui ne pourra pas changer. Donc ça veut dire on continuera tout ce dont je parlais là sur les économies, les entreprises, la politique économique, le pilotage industriel, tout ça. On garde tout comme Macron a fait sur le fiscal, sur les aides sociales, sur les machins. On garde tout Macron. C'est juste que, mais je pense pas que Lucie Castet accepte de faire ça. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre comme casting, parce que Lucie Castet incarne un peu autre chose. Alors il est évident que ce genre de gouvernement se ferait sans les insoumis, ça c'est évident. De toute façon, c'est même une des conditions. Voilà, c'est même une des conditions pour que ce soit accepté par les centristes. Oui, c'est sûr. Mais sans doute se fera sans les écologistes. Il faudra demander si ça intéresse les communistes tout à l'heure à Elsa Faucillon. Mais il y a moyen que ça se fasse aussi sans une moitié du Parti socialiste. Donc en gros, on en revient. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que ça peut tenir les macronistes plus les socialistes. La réponse est non. La moitié des socialistes. Et puis même, j'ai même envie de dire, et peut-être même pas le groupe parlementaire. Parce que le groupe parlementaire, pour l'instant, il a plutôt voté à peu près comme les autres. Alors, on va en parler avec Emilio. J'ai cru comprendre que Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avait pris une autre initiative de son côté. Oui, parce qu'en fait, les socialistes, ils sont un peu en train d'enterrer l'hypothèse Lucie Castet. Ils considèrent que de toute façon, c'est pas viable, qu'elle se fera censurer. Donc, ils m'ont dit, on est dans le coup d'après. Et donc le coup d'après pour Boris Vallaud, en gros, c'est de mettre tout le monde autour de la table, sauf le RN, et de négocier ensemble un accord de non-censure pour que on puisse avoir un gouvernement qui soit à peu près stable. Après, pourquoi les socialistes ils font ça? Parce qu'en fait, quand on prend l'arc allant de LR jusqu'aux Insoumis, qui se trouve au milieu, le Parti socialiste. Et donc, on sent bien que les socialistes essaient de récupérer la balle dans leur camp en espérant pouvoir aller à Matignon et pouvoir s'arroger le bénéfice de la stabilité. Quelle stabilité! Moi, j'en viens à poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller au gouvernement là. Enfin, je veux dire, les socialistes, posez-vous la question. Ils vont pas y aller. C'est pour ça, je te dis, on va se retrouver avec, au pire, en fait, Macron voudrait garder la. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec ce groupe du milieu là, c'est qu'il veut pas de changement de politique économique. Donc, on peut rien faire avec le NFP. Donc, ce qu'ils vont nous proposer, c'est, mais comme ils ont toujours fait, intégrer des socialistes. Voilà. Et en fait, c'est toujours eux qui gouvernent. Mais ils nous font, ce qu'ils nous accorderaient, en fait, c'est de nous faire l'économie de l'alliance avec l'extrême droite. Ok, on fait pas l'alliance avec l'extrême droite, on virait l'air. Et on fait juste du macronisme comme on faisait avant, avec 2-3 débauchages de ministres d'ouverture socialistes de traîtres qui iraient là-bas. C'est tout ce qui se passerait en fait. Moi je vois pas, parce qu'ils veulent pas de la gauche. Ils ne veulent pas de la gauche, ils veulent pas. Le seul pouvoir stable dans le pays, c'est le pouvoir du capital. Et la gauche ne veut pas d'eux non plus.
Et c'est cette stabilité qu'ils veulent assurer pour les marchés. Alors, ce sera toujours sinon les marchés. Mais en gros, on est privé de gauche. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je pense que ça n'a pas d'avenir, cette hypothèse, parce que non, tous les socialistes n'iront pas. La moitié des socialistes, ça fait 30 députés, je suis désolé, mais c'est pas un game changer qui te permet de gouverner ce pays, 30 députés. Donc voilà, le reste des socialistes, ils veulent rester avec Olivier Faure, ils veulent rester. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que Boris Vallaud, en proposant ce pacte de non-censure, il n'est pas un peu en train de jouer le congrès du PS? Il y a moyen. Qu'est-ce qu'on pense? En tout cas, moi je trouve intéressant le profil de Boris Vallaud et son évolution en tant que responsable politique. Il était venu dans Backseat, je vous rappelle. Il était venu dans Backseat, absolument, parce que finalement c'était quelqu'un qui était très peu visible. Il a commencé en tant que secrétaire général adjoint à l'Élysée, quand Macron d'ailleurs était aussi Il a son remplacé- staff. Il a remplacé Et il Macron. l'a remplacé, voilà. Oui, voilà, tout à fait, après que Macron soit parti à Bercy. Donc il a été quand même, disons, dans l'ombre en quelque sorte pendant très très longtemps. Il connaît merveilleusement bien le Parti socialiste. Il a un très très bon réseau. Et il a commencé à gagner un peu de visibilité, à se rendre public, mais tout doucement et plutôt sûrement. Donc je serais pas surprise qu'il y ait peut-être une volonté, en tout cas une stratégie de sa part d'essayer de s'imposer davantage, notamment en essayant de jouer un rôle assez décisif actuellement. Puis il va jouer le centre. C'est-à-dire que là, vous avez bien vu, le PS est déchiré entre l'aile fort qui est pour l'union avec le reste de la gauche et l'aile les Cazeneuve, les Delga, les machins, et les Hollande d'ailleurs. Il ne faut jamais sous-estimer que le gars est revenu, c'est pas pour rien faire. Méfiez-vous toujours de Hollande. Toujours. Je vous rappelle qu'à une époque, on l'appelait le culbuto. Et c'est pas pour rien. Il retournait toujours sur ses pattes. Méfiez-vous de lui. Et donc lui, voilà, l'aile droite et l'aile gauche. Et Vallaud voudrait incarner un genre de synthèse. Je suis ni aussi à droite que Hollande, mais en même temps, je vous ferai pas. Je n'avalerai pas mon chapeau face aux insoumis comme vous fait Olivier Faure. Voilà, il va se vendre comme ça. Et ça pourrait passer. Ça va dépendre de l'état aujourd'hui du PS, parce que tout le monde a essayé de faire des cartes, et je me demande si tout le monde s'est pas un peu radicalisé dans ses positions au sein du PS. Si. D'ailleurs, c'est pareil. Je veux dire, ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté, on est en phase de négo. C'est exactement ce qui se passe aussi au sein du PS. À l'approche d'un congrès, tout le monde s'énerve. Voilà, tout le monde juge que c'est intolérable. Et à la fin, qui c'est qui gagne? C'est François Hollande qui fait la synthèse. Voilà, c'est l'histoire du PS, c'est ça. Ça, c'est si le rapport de force est toujours de 50-50. S'il y a un rapport de force qui s'est installé, bon, on verra. On verra ce que ça donnera. Faudrait qu'on le réinvite sur Backseat, François Hollande, parce qu'on a d'autres questions à lui poser que la dernière fois qu'il était venu. C'était il y a 2 ans quand même. Oh là là, mais ça paraît hier. J'ai l'impression que je l'ai entendu hier. Sur France Inter. Non, c'était ce matin, c'est normal. Je me souviens, c'était bien. France Inter, il est là toutes les 3 semaines. Oui. Toutes les 3 semaines, il y a Hollande à France Inter. Il est ancien président de la République. C'est hallucinant. Il a la carte, il rentre comme il veut. Je sais pas comment ça se passe. Bon. Et moi, j'ai une. Ah oui, je voudrais juste terminer. Vas-y, mais continue, vas-y, oui. Puisqu'on est dans les scénarios ou je sais pas quoi, moi, je voudrais défendre la stratégie de Mélenchon. Parce que personne, pour le coup, je regarde beaucoup la télé. Qui ça? J'écoute beaucoup la radio. Et, tiens donc, Usul, tu défends la stratégie de Mélenchon. Oui, j'ai envie de le faire, tu vois. Ouais, comme Oh là. Tu prends des risques, hein. On voit très bien que leur idée, c'est de provoquer Macron pour une démission, histoire de provoquer plutôt des élections présidentielles anticipées. Dans le cas où il y aurait une présidentielle dès maintenant, ils ont un peu installé l'idée que ce serait Jean-Luc qui y retournerait. Et alors là, tu as tout le monde qui dit « Oh bah non, mais pas Jean-Luc, ça passe pas, vous voyez bien que ça passe pas, etc. » Le calcul qui est fait là, mine de rien, moi je le trouve pas si con. Dans la mesure où, vous avez vu l'étude qui est passée dans Le Monde il y a 2-3 jours là, qui nous montrait sur le RN et le rapport du RN à ses électeurs. Absolument. Qui montre 2 choses, cette étude, que en gros, le RN, là, ses idées ont progressé. Il y a 40% des Français, des interrogés sur une étude de 1000 personnes à peu près, je crois, qui disent qu'ils sont en accord avec les idées du RN. C'est en progression, mais on n'a jamais vu ça. Je mets ça aussi en lien, en rapport avec l'étude qui est sortie une semaine et demie plus tôt, dans l'Express, je crois, qui nous montrait, alors sans que ça n'inquiète qui que ce soit, mais une progression de l'islamophobie tout à fait saisissante. Ouais, les affects islamophobes sont très forts. Ce qui fait que le RN est en position où il y a beaucoup de monde d'accord avec eux. Ce que soulignait je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, c'est qu'en vrai, pour que le RN, tout le monde ait l'impression d'être d'accord avec lui, ils ont aussi beaucoup changé de position sur plein de trucs, y compris des trucs de société où ils sont nettement moins conservateurs, réactionnaires qu'en fait leurs militants ne le sont. Ils accordent plein de trucs, le mariage pour toi, allez, tant pis, on fait pas de manif. Ils sont très souples idéologiquement. La seule constante, c'est les Arabes. On est d'accord, les musulmans, ça c'est leur constante, c'est leur seul truc, la priorité nationale, etc. Donc il y a de plus en plus de gens d'accord avec ça,
parce que le RN voilà, est souple. Et en même temps, le RN, aujourd'hui, a une très mauvaise image. Ils font pas sérieux. Ça s'est vu d'ailleurs pendant les dernières législatives. Les gens leur font pas confiance. À qui? Au RN. Au RN, oui. Les gens leur font pas confiance. Les gens voient qu'ils sont pas prêts. L'image aussi a été écornée par le procès là, de Marine Le Pen, les ratages de Bardella. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi le moment, parce que si on continue sur la même courbe, la progression des idées du RN, elle est constante. En revanche, il y a eu le barrage, le Front républicain quand même au mois de juin dernier, qui a surpris un peu tout le monde. Ça veut dire qu'il reste encore des anticorps dans ce pays. Le projet là, des Insoumis, c'est de dire très bien, mettons le pays au pied du mur. De toute façon, cette politique-là de Macron ou même des socialistes avant, cette longue séquence nous amène à, au bout d'un moment, il va falloir changer de politique économique ou ce sera le fascisme. Voilà. Et donc, faisons ça maintenant. Précipitons ça pour dire c'est nous ou le fascisme. Ça a pu marcher à peu près en juin et ils se disent mais si on attend plus, dans 5 ans tout le monde est nazi en fait. Vous voyez la progression hallucinante dans la presse, dans les médias, dans les idées, dans les têtes des gens et dans les macronistes aussi, dans les propositions des macronistes. C'est-à-dire que les affects d'extrême droite, les passions tristes de l'extrême droite et l'islamophobie en particulier sont en train de prendre toute la place. Donc soit on fait ça maintenant, soit peut-être qu'après il sera trop tard. Donc je comprends en ce sens l'idée je de vois se ce que tu veux dire. Second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, allez-y. Maintenant, on le fait maintenant en fait. On le fait maintenant. Et je suis pas vraiment pas sûr de la capacité de Jean-Luc Mélenchon à arriver au second tour. Hein. Il y a quand même un rejet de sa personne qui est assez. En général, il fera pas l'union de la gauche derrière lui. En général, l'argument, c'est il fera pas l'union de la gauche derrière lui. De toute façon. Il fera pas l'union de la gauche derrière lui. Il aura d'autres candidats face à lui, et je suis pas persuadé qu'il arrive au second tour parce qu'il y a un fort rejet de sa personne. Les indécis sont pas très nombreux. Hein. Il y a un fort rejet, ça dépend. Les enquêtes d'opinion. Évidemment, sur les plateaux télé, il y a un fort rejet de sa personne. Je te dis, j'arrête pas de regarder la télé et d'écouter la radio. À chaque fois, même quand il est pas là, même quand c'est pas le sujet, tout est de la faute à Mélenchon en permanence. Vrai. Donc, au bout d'un moment, les gens doivent se dire, il doit vraiment être horrible ce Mélenchon. Bah oui. Pareil, la photo média, ça marche un temps, mais non, ça marche très bien. Mais il y a peut-être aussi des gens qui sincèrement n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, c'est pas forcément qu'ils sont manipulés. Oui, on leur a quand même permis de penser. On m'a pas permis de penser autre chose. Donc, évidemment. D'accord. C'est pour ça que donc seuls ceux qui aiment Jean-Luc Mélenchon sont pas manipulés. Tous les autres sont manipulés. Sur quelques plateaux que ce soit. D'accord. Donc c'est la première fois que vous voyez un mec en veste sur un plateau qui est chroniqueur d'un plateau, c'est-à-dire pas un insoumis qui est venu exprès, qui défend Jean-Luc Mélenchon. Et tu n'es pas manipulé par les médias. Et je suis pas un insoumis. Mais voilà, faut le faire. Ok, d'accord. On suivra ça, évidemment, sur le plateau de Backseat. Hein, évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent, vous vous en doutez, s'il y a une présidentielle anticipée. Moi, je suis moi, j'en peux ça va être plus, fun. moi, là. Sans de repartir en campagne, là. Ah non. Allez, on y retourne, les primaires et tout, c'est parti. La première populaire, vous êtes là. Bref. C'est bon, des européennes, une dissolution, un budget. Ça va. Moi, je suis chaud. C'est clair.